Bonjour, un petit exposé sur aliments et alimentation des ruminants. Alimenter un ruminant peut paraître une évidence. La vache broute l'herbe et Dame Nature fait le reste. Dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe, surtout quand nous avons suffisamment d'herbe de bonne qualité à offrir. Mais nos systèmes d'élevage induisent des systèmes fourragers très intensifiés et des animaux ayant des besoins importants. Une vache laitière n'aura pas le même besoin qu'une vache allaitante. Aussi, nous aborderons lors de cette vidéo la notion de rumination. Nous nous attarderons sur la salive des ruminants qui a quelques particularités. Et vous comprendrez pourquoi vous êtes des éleveurs de microbes avant d'être des éleveurs de ruminants. Nous aborderons la qualité des fourrages et des équilibres à jour. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos vaches. Les vaches allaitantes ou les vaches laitières ou les moutons restent des ruminants. Leur alimentation doit permettre à l'animal de ruminer correctement. Leur alimentation doit permettre à l'animal de trouver suffisamment de nutriments pour couvrir ses besoins. Ces derniers peuvent être des besoins de production, lait, viande, fétus, croissance, laine, etc. ou des besoins d'entretien. Aussi, un ruminant doit donc ruminer. Si l'animal ne rumine pas, c'est un signe qui doit attirer l'attention de l'éleveur. Soit un signe de maladie, soit un autre signe. Autour du village, l'animal rumine beaucoup moins. Pour que la rumination s'effectue dans de bonnes conditions, il faut que la tension du rumen soit convenable, que la ration soit suffisamment fibreuse, le contenu soit suffisamment liquide, l'animal soit en bonne santé et non perturbé. Nous aborderons aussi la notion de fibrosité par la suite. Il faut également se rappeler que le post-alimentation représente la première charge d'un élevage autour de 50 à 60% des charges opérationnelles. Aussi, pour améliorer la rentabilité du système, il faut essayer de minimiser cette dépense, mais ne pas induire de baisse de production. Il convient surtout que les apports alimentaires couvrent les besoins et même dans certains cas, on peut tolérer un peu de déficit. Mais en tant qu'éleveur, nous nous devons de ne pas mettre en danger la santé de l'animal. Nos animaux sont les sources revenus de notre système d'élevage. Si nous voulons maîtriser la charge d'alimentation, nous devons comprendre deux choses. Comment fonctionne l'estomac d'un ruminant et quelles sont les caractéristiques des aliments distribués. Ici, on pourrait aussi aborder le rythme de distribution. Du râtelier libre-service, en passant par la cuisine et par le bol mélangeur. Il faudrait également aborder la cinétique de la digestion. Cette dernière phase permet d'optimiser la ration distribuée. Mais cela suppose que vous ayez bien compris les grandes bases de l'acte de rumination, qui peut se définir de la façon suivante. L'acte de rumination, c'est l'acte par lequel les aliments sont ramenés du rumen dans la cavité buccale pour être soumis à une seconde insalivation et une seconde mastication, avant de retourner dans la panse. En effet, un ruminant a deux types de mastication. La première qui correspond à la récolte du fourrage, qui peut se faire rapidement, et la seconde, la mastication méricique, qui correspond à la rumination qui est beaucoup plus lente et qui se passe au repos dans un coin tranquille. Cette rumination engendre deux éléments importants à retenir. La seconde mastication induit une augmentation des surfaces de contact de la flore microbienne de la panse avec les aliments. Donc les microbes pourront plus facilement dégrader les aliments. Le deuxième effet de cette mastication seront l'insalivation. Ici, on touche le point sensible de la rumination. Tout se joue à ce niveau. La salive des ruminants est particulière. Elle est basique. Celle des humains est légèrement acide. Et en plus, elle contient de l'azote. Phénomène qui peut nous intéresser pour minimiser les apports en azote, entre autres chez les chèvres. Il faut impérativement se souvenir que plus le fourrage est fibreux, plus la vache va ruminer. Plus la vache va ruminer, plus elle va saliver. Plus elle va saliver, plus le pH de la panse va s'orienter vers un pH sec. Mais quel est le rôle de la panse? La panse est le
est la plus grande poche de l'estomac des polygastriques. En effet, un ruminant est caractérisé par un estomac ayant plusieurs poches, d'où son nom de polygastrique. Chez l'humain, nous avons un estomac constitué d'une seule poche. On est donc des monogastriques. La panse est le pivot de l'alimentation d'un ruminant herbivore. C'est lui qui permet de tirer profit de l'herbe. Un ruminant est l'animal le mieux adapté pour digérer l'herbe. C'est sa spécificité. En comparaison, un humain ne sait pas digérer l'herbe, à tel point que les végétaux fibreux ne font que passer dans notre tube digestif. La panse est le lieu de la fermentation. En réalité, la panse permet la digestion microbienne des aliments consommés par les ruminants. Tout éleveur de ruminants est en réalité un éleveur de microbes. Les aliments que vous donnez à vos animaux vont être transformés par cette population microbienne. Et à la sortie de la panse, on retrouve de nouveaux éléments qui, eux, vont nourrir votre animal. C'est cette transformation qui fait la force des ruminants. Ils ont la capacité de transformer de l'herbe en beefsteak. Cela peut surprendre, mais c'est la réalité. Les microbes vont utiliser les aliments que vous donnez à vos vaches. Ils vont se nourrir et se développer grâce à eux. Ils vont produire des résidus, principalement deux résidus. Un induit par le fait que nous sommes dans un milieu sans oxygène et donc il y aura donc une fermentation. Et cela va induire principalement la production d'acides gras volatiles, des AGV, qui sont la source principale d'énergie des ruminants. Chez l'humain, c'est le glucose. Et un deuxième résidu, ce qui n'a pas pu être transformé par les microbes, ou ce qui a été produit par les microbes. C'est ce que j'appelle les crottes de microbes. Ces éléments vont subir la digestion normale, c'est-à-dire la digestion enzymatique qui existe chez les monogastriques comme les humains. Dans certains cas, on essaie de limiter la destruction de certains nutriments par la flore microbienne de la panse. On les protège par exemple par tannage, car la digestion enzymatique donne des nutriments plus pertinents pour le métabolisme. C'est le cas des acides aminés protégés type la lysine. Et alors, de cette digestion microbienne, il y a la production de nouveaux éléments, les corps microbiens. Cette production de microbes est essentielle. C'est elle qui permet de fournir les principaux nutriments à notre ruminant. Cela correspond à l'apport de viande chez un monogastrique comme l'homme. En effet, la composition en acides aminés de la flore microbienne permet de couvrir les besoins de l'animal. Cet élevage de microbes est primordial au bon développement de votre animal et donc de votre troupeau. L'alimentation des ruminants doit tenir compte du développement de cette flore microbienne. En tant qu'éleveur, vous devez faire en sorte que la panse fonctionne parfaitement en plein régime. L'élevage de microbes est primordial au bon développement de votre animal. En préalable, vous devez connaître les principaux facteurs de développement des microbes. Pour qu'ils se développent, il leur faut un milieu aqueux et une arrivée régulière de substrat, une température constante, autour de 39 à 40 degrés, et un brassage permanent. Une teneur en oxygène très faible, c'est un milieu anaérobe. Et surtout un pH relativement constant, d'environ 6,5. Ce pH constant est la hantise de l'éleveur. On devrait l'être. En effet, les microbes détestent qu'on les dérange et que l'on change leur source d'alimentation. Le principal facteur de variation du pH est la composition des aliments qui induit une production plus ou moins importante de salive. Cette dernière étant basique, elle va influencer le pH de la panse et le développement des microbes. L'état d'équilibre est cependant assez fragile et conditionne l'efficacité de la digestion. Le changement de régime alimentaire doivent donc être effectués de façon progressive en respectant une période de transition d'autant plus longue que les régimes sont plus différents. En effet, pour qu'il y ait rumination, il faut que l'animal ingère des aliments fibreux. Chez un ruminant, cela correspond à un aliment contenant principalement de la cellulose. La cellulose étant le sucre qui constitue le squelette des cellules végétales. C'est le principal constituant de la paroi cellulosique ou pectocellulosique. En effet, quand la plante vieillit,
Sa paroi est de plus en plus imprégnée de lignine et cela rend le fourrage moins digestible par les ruminants. Exemple, l'herbe et la paille. Un des facteurs importants est donc l'âge de récolte du fourrage. Plus le fourrage sera récolté jeune, plus il sera de bonne qualité. Cette règle est indépendante du mode de récolte. 1 kg d'herbe jeune est l'équivalent d'1 kg d'orge. Les fourrages constitués essentiellement à base de cellulose rentrent dans la catégorie des aliments grossiers. Par contre, les aliments essentiellement constitués d'amidon rentrent dans les aliments concentrés. Exemple, l'orge, le blé. Ici, dans les aliments grossiers, on trouve bien sûr l'herbe, le foin, la paille. Dans les aliments concentrés, on trouve le grain de maïs, le blé, l'épeautre, l'avoine. Ici, je les ai classés de façon décroissante en valeur alimentaire. Dans le graphique, vous pouvez remarquer que l'avoine ou l'épeautre se retrouvent presque au même niveau que l'herbe. On pourrait presque dire que l'herbe est un aliment grossier très concentré et que l'avoine est un aliment concentré grossier. Il faut se rappeler de cela. L'avoine, du fait que c'est une graine enveloppée, la même chose pour l'épeautre, est riche en hémicellulose comme l'herbe, mais contient également de l'amidon, idem pour l'épeautre. Dans certaines rations, on utilise ces caractéristiques pour limiter les effets acidogènes des concentrés à base d'amidon. Un autre aliment à prendre en considération est l'ensilage de maïs. Lui aussi, il se trouve à la tangente des deux groupes d'aliments. Suivant sa richesse en grains, sa finesse de hachage, on peut avoir un aliment grossier qui va tendre vers les caractéristiques des aliments concentrés. Dans la ration à base d'ensilage de maïs, il faut en tenir compte et bien vérifier qu'il y a assez de fibres pour une bonne rumination. D'où, dans certains cas, l'apport à volonté de paille. Un autre cas spécifique, la betterave fourragère. Elle aussi se retrouve au même niveau que le maïs en silage. Mais elle est toujours associée à un fourrage fibreux. Par contre, la betterave fourragère est comme nos gâteaux apéro, elle ouvre l'appétit. C'est un aliment dit succulent. Et cette caractéristique permet d'augmenter les quantités consommées de la ration. Un éleveur doit être en capacité de jongler avec tous ces aliments et d'arriver à constituer des rations équilibrées pour ces animaux en apportant les nutriments nécessaires aux différentes productions. En effet, une ration est un équilibre entre aliments grossiers et concentrés. Ces aliments vont plus ou moins activer le processus de rumination et on aura donc un pH du rumen qui pourra varier de 7 à 5. Les aliments fibreux vont favoriser une flore de bactéries celluloïdiques et les aliments concentrés, qui sont riches en amidon, vont favoriser une flore de bactéries amyloïdiques. Par contre, les excès d'aliments concentrés vont induire une faible rumination et donc une faible insalivation et le pH de la panse va diminuer et tendre vers 5 ou plus bas. À ces pH, il y a des développements de flore lactique qui favorisent la production d'acide lactique. Et vos animaux sont alors en acidose. Et si vous ne faites rien, l'animal risque de mourir. Ces variations de flore dépendent essentiellement des aliments distribués ou offerts, et donc dépendent essentiellement de vos choix de ration. Ici, vous pouvez également voir les différentes productions d'AGV. L'acide acétique et donc l'AGV, d'une façon générale, principalement produit par les fourrages grossiers. Et l'acide propionique est, lui, plutôt produit grâce au concentré. Être en capacité de choisir les aliments à distribuer à son troupeau demande une compréhension du système digestif d'un ruminant. Un foin ressemble à un foin, mais sous ce terme, nous pouvons trouver un aliment très riche ou un aliment très pauvre. Connaître les grandes caractéristiques des aliments est primordial pour équilibrer une ration et alimenter son troupeau. Nous avons déjà distingué deux types d'aliments en fonction de leur richesse en cellulose. Les aliments grossiers et les aliments concentrés. Cette distinction est importante pour assurer la rumination. Généralement, on préconise un maximum de 40% de concentré dans la ration totale. Et on parle toujours en kilos de matière sèche. Dans certains cas, on peut aller jusqu'à 60% de concentré pour 40% de grossier. Mais là, on est à la limite de l'acidose. Et on peut conseiller
d'apporter du bicarbonate pour jouer un rôle tampon au niveau du pH de la panse. Maintenant, il convient aussi de respecter un deuxième équilibre qui, lui, favorise le développement des microbes dans la panse. En effet, pour se développer, les microbes demandent une source en énergie et en azote. En résumé, nous devons combiner des aliments grossiers et concentrés et des aliments riches en énergie et riches en azote. L'herbe et les fourrages dérivés de la récolte de prairies à base de graminées sont des aliments grossiers et riches en énergie. Les fourrages à base de légumineuses, luzerne, trèves, sainfoin, lotier, sont des fourrages grossiers, riches en azote. Les grains de céréales, blé, orge, triticale, maïs grain sont des aliments concentrés, riches en énergie. Les grains de protéagineux et les tourteaux résultant des huileries des oléagineux sont riches en azote. L'aliment le plus riche en azote étant l'urée, mais son utilisation reste délicate. L'alimentation des ruminants repose sur l'équilibre entre grossier et concentré et entre énergie et azote. Le besoin en énergie et azote dépendent des productions et des niveaux de production du troupeau. Mais d'une façon très générale, on peut retenir le rapport 60-40 grossier et concentré et le 2/3, 1/3 pour énergie et azote. Cette règle est très généraliste et il convient d'affiner le système en calculant les rations et donc en choisissant bien les aliments. Mais on doit aussi faire attention au coût de la ration et donc il faut donc intégrer les coûts du système de récolte. Celui qui coûte a priori moins cher est le pâturage, mais cela a des avantages et des inconvénients. Pour assurer de bonnes productions à vos animaux, vous devez être en capacité de lui offrir toujours un aliment de très bonne valeur alimentaire. L'herbe est l'aliment par excellence, mais les pâturages sont souvent à base de graminées et une graminée monte en épi et produit des grains. Une vache n'aime que les feuilles et beaucoup moins les tiges, car elles sont trop riches en lignine. Aussi, votre technique de pâturage doit permettre d'offrir à vos animaux que de l'herbe feuille. Une des techniques est de semer des variétés non alternatives au printemps, et vous aurez que du feuillage pendant toute l'année. Sinon, il faut organiser les phases de pâturage et de récolte mécanique. Mais cela est une autre histoire pour le prochain épisode. Merci.